vous aurez une intervention massive des banques centrales pour essayer de faire remonter le marché. Charles? Écoutez, je crois qu'on peut essayer de décrire ce qui s'est passé d'une façon un peu simpliste. Le modèle économique de base sur lequel le monde a fonctionné depuis qu'il existe, carrément, c'était que vous mettiez la monnaie au centre. Bon, vous aviez la monnaie au centre. Puis si la monnaie croissait un petit peu, s'il y avait un peu plus d'argent, ça allait dans le système productif. C'est-à-dire que l'économie reprenait. Vous savez, ça reprenait un petit peu. Et puis vous aviez, en bordure du système, vous aviez le prix des actifs. Et s'il y avait encore de l'argent, une fois qu'il avait été utilisé dans le système, les marchés montaient. Et donc, en quelque sorte, les actifs que vous aviez en bordure, actions, obligations, tout ce que vous voulez, or, immobilier, ça servait un petit peu de réserve de valeur pour les cas de coup dur. Ça montait, ça baissait en fonction de la disponibilité de l'argent. À partir de l'an 2000, 2002, 1998, on peut le faire en voulez, on a complètement changé le système. On a mis au centre du système le prix d'un certain nombre d'actifs qui ne peuvent pas baisser. Et la masse monétaire est autour et elle est créée pour empêcher ces actifs de baisser. Par exemple, les obligations italiennes ne peuvent pas baisser parce que sans ça, l'euro saute. Donc la Banque centrale créera autant d'argent qu'il faut pour empêcher les obligations italiennes de baisser. Ce qui déclenche des phénomènes spéculatifs dans les marchés. C'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent en achetant une action qu'en faisant une nouvelle usine. Et donc, il n'y a aucune preuve que ce système va déclencher une croissance de l'économie à l'extérieur, qui est maintenant à l'extérieur. Donc, à la place, on a repoussé l'économie en bordure du système et on a mis à la place un prix de certain nombre d'actifs qui ne peuvent pas baisser. Et à partir du moment où vous faites ça, les actifs qui servent par exemple, à vous protéger, vous assurer contre le risque, s'il n'y avait pas de banque centrale, comme l'or, par exemple, deviennent inutiles. Puisque vous avez la garantie. Donc l'or, et en particulier les mines d'or, se sont effondrées à partir du moment où on a institué cette politique, puisque vous n'avez pas besoin de vous assurer. La Banque centrale vous assurait. Donc la fonction d'assurance de l'or a disparu. C'est un marché soviétique? Bonne question. En fait, si vous c'est voulez, l'administration de prix, bien entendu. En fait, ça veut dire qu'on n'a plus de prix de marché, ni pour les taux d'intérêt, ni pour les taux de change. Et comme le capitalisme, c'est un système qui fonctionne c'est un système d'information, le prix, c'est un système d'information. Si les prix sont faux, si le taux d'intérêt et le taux de change sont faux, tous les prix dérivent de ces faux prix. Tous. Et ça veut donc dire simplement que si ces deux prix-là sont faux, tous les prix sont faux. Donc vous êtes un chef d'entreprise, vous ne pouvez pas prendre une décision rationnelle. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites monter le cash dans vos bouquins aussi fort que vous pouvez, de façon à être indépendant des banques, indépendant d'un crack, etc. Donc à la place d'investir, vous faites monter le cash dans vos livres. Pierre? C'est l'administration de prix. Je trouve la question URSS, c'est une bonne question. Oui, nous sommes dans un monde aujourd'hui plus administré en termes de prix, pour le coup. Je ne souscris pas forcément sur la notion de fonctionnariat, etc. Mais en tout cas, sur les prix, on est de l'administration de prix maintenant depuis une quinzaine d'années. Je pense qu'on a quand même accéléré à partir de, bien sûr, le QE américain, en fait, 2009, et ensuite, surtout, le QE japonais, puis le QE européen, où là, véritablement, au Japon, c'est magnifique. C'est-à-dire que là c'est de l'interventionnisme direct. C'est-à-dire que la Banque centrale japonaise rachète tout. Elle rachète ses obligations, mais maintenant, elle rachète même les actions. Et la Banque nationale suisse, alors 100 millions de dollars. Bien sûr, et donc c'est de l'administration de prix. Alors la question, donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? En gros, il n'y a plus de risque, donc normalement, les gens se défoulent, les gens se déchaînent. Ça crée ce qu'on appelle, c'est à l'origine de toutes les bulles, une très mauvaise allocation de l'épargne à un moment donné, parce que justement, il n'y a plus de valorisation du risque. S'il n'y a plus de risque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de détermination de l'endroit où il faut aller. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le système va sortir de la croissance. Vous ne pouvez pas avoir de croissance si, dans le fond, il n'y a pas de risque. Le risque et la croissance sont les deux parties de la même pièce, c'est l'envers et l'endroit de la même pièce. Et donc, par rapport à cela, la question qui se pose derrière, c'est que là, les gens se disent, mais dans ces cas-là, ça ne peut pas monter de manière infinie. C'est pas faux. Mais ça peut monter encore très longtemps. On le voit au Japon, ils ont été beaucoup plus loin en fait que nous, ils sont dans un stade très très avancé et l'Europe en est très loin aujourd'hui. La question c'est comment ça pourrait se terminer. Alors nous on a un point de vue là-dessus. C'est tout simplement lorsqu'on émet, lorsqu'en gros il n'y a plus de valorisation du risque, à un moment donné, les gens réels, ceux qui disposent du billet de banque dans la poche, qui n'est pas autre chose qu'un contrat de confiance entre celui qui le possède et celui qui va le recevoir et contre quoi il va nous livrer un bien ou un service, le repas, un verre le soir au restaurant, là à un moment donné il va se trouver que les ressortissants diront qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Et à partir de ce moment-là, lorsque la confiance disparaît, on peut très bien avoir en fait celui qui va donner en fait ce verre-là. Arrêtez de regarder les verres. Alors je tiens à vous dire, on va parler à nos auditeurs. À 19h, on va commencer à prendre l'apéro au Gibolin. Et là, vous les voyez avec l'œil affûté, regardant le Gibolin de près. Pierre, désolé, continue. Voilà, tout simplement pour dire qu'à un moment donné, en face de vous, vous n'allez pas avoir un billet, on va vouloir 2 billets pour ça. Et c'est le début de la fin. Parce que là, on a une fuite devant la monnaie, mais pas des autres, de soi-même.
Et donc là, on peut véritablement être dans une crise systémique où tout s'effondre parce que justement... Par rapport à la finance dont on parlait tout à l'heure, on est face à un système financier qui à la base a un rôle fondamental de soutien, de financement de l'économie, et qui a fini par prendre son indépendance quelque part, alors qu'à la base il est censé être le cœur d'une économie et donc de donner du sang à l'économie, a décidé de devenir autonome et de fonctionner que pour le cœur et plus pour le reste du corps, étant rétif à toute tentative de contrôle et ayant le pouvoir de menacer tout le monde, donc en disant les jambes, si vous n'êtes pas gentils, je vais vous couper le sang. Donc filet droit. Et donc ce système fonctionne essentiellement pour lui-même et surtout il a la capacité à croître de façon démesurée, puisqu'évidemment pour aller faire du bénéfice, puisqu'on en est là sur le financement de l'économie réelle, bon on en fait un peu, enfin c'est pas royal. Dans les années 70, quand il y avait 2-3% de rentabilité dans une banque, c'était déjà Hollywood. Mais dans ce système qui n'est plus au service de l'économie, mais qui est finalement au service d'une forme de spéculation. Enfin, le système joue avec le système. Quand on regarde les échanges ou les produits dérivés, 90% des contreparties d'une banque, c'est un autre acteur financier. Ce n'est pas une entreprise qui aurait besoin vraiment d'une couverture. Et donc, on est dans un mécanisme en roue libre. Et ce système, au niveau de la planète, aujourd'hui, si on agrège tout, est de l'ordre de 10, peut-être même 15 fois le total du PIB mondial. Donc, on a un système qui est complètement déconnecté des besoins de l'économie. Bon, on pourrait dire à la rigueur, pourquoi pas on pourrait dire c'est du casino, c'est vrai, mais après tout, le casino, bon, c'est pas moral, mais c'est pas dangereux. Mais le système-là n'est pas contrôlé et prend des risques qui sont complètement démesurés. On a vu en 2008-2009, quand le système a commencé à tanguer, que c'était très difficile de le sauver. Donc les États ont dû, et les banques centrales, injecter des centaines et des milliers de milliards là-dedans, sauf que rien n'a changé. Et donc ils continuent à prendre des risques. Ils se disent même maintenant, tiens, j'ai une assurance géniale des États et du contribuable, donc continuons allègrement, et tout ça n'est pas contrôlé. Et ce que j'ajouterais, c'est que la difficulté, c'est que ce système finalement a pris le contrôle et des banques centrales, comme le disait Charles tout à l'heure, parce que certes, évidemment, la banque centrale fait n'importe quoi un peu partout, on est d'accord, mais elle le fait pourquoi? Elle le fait pas juste comme ça, elle le fait au service aussi de ce secteur financier, et a pris le pouvoir du politique, indirectement des médias. Enfin, on voit qu'on est dans un système qui est très, très difficilement réformable. Charles? Écoutez... Le système est difficilement réformable. Il est très facilement réformable. Très facilement. Quand Ronald Reagan il y a eu la crise des primes, des savings and loans aux États-Unis, il y a eu une crise assez grave. Il y a eu 4000 chefs d'entreprise de savings and loans qui ont été en prison. Nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire, depuis les années 30, et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toutes pièces, de Corzine en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Hoenig, qui était le chairman de la Réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member du Fed, qui a voté 8 fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était deux chez Balthazar en bas à New York. Là. Et il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les 3 grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie. Et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde. Nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir. C'est une mafia qui est quasiment criminelle. Et il ne manque que de courage politique. Ouais, mais vous soulevez quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que cette plutocratie qui finance, on va dire, les présidentiables aux États-Unis, a mis la main aussi sur la Banque centrale directement. Regardez simplement les nominés de la Banque centrale. Qui est banquier central dans le monde aujourd'hui? Ils sont tous passés à un moment ou à un autre par cette plutocratie. Vous parlez de l'école de Chicago? Non, c'est pas du tout l'école de Chicago. Je dirais plutôt, c'est tous les banquiers centraux sont passés par Goldman Sachs. D'accord. Tous. Avec votre expérience du monde financier, est-ce que vous pouvez me dresser un petit peu le contexte de ce qui se passe à l'heure actuelle, tant aux États-Unis qu'en Europe, peut-être en Russie?
qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers? Quelle est la politique extérieure américaine sur les marchés financiers? D'abord, les marchés financiers sont devenus colossaux. Moi, je suis frappé du fait que les grandes entreprises multinationales ont 2000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars en liquidité qu'elles n'utilisent pas. Et si les entreprises multinationales n'utilisent pas leur liquidité, les entreprises financières qui ont, elles aussi, d'immenses liquidités ne les utilisent pas. Et donc, la faible croissance mondiale est à comparer à l'immense ressource financière qui existe de par le monde. On peut dire qu'il y a entre 15 et 25 trillions de dollars disponibles qui se contentent de petits gains d'intérêt entre 0,25 et 1,50% et qui ne font rien avec leur argent. Charles Gave, est-ce que ça résonne en vous? Oui et non. Alors, qui êtes-vous, Charles Gave? Charles Gave, je suis, mettons, un intellectuel de la finance, c'est-à-dire que j'ai toujours fait 2 choses. J'ai essayé de conseiller les gérants de fortune sur ce qu'ils devraient faire de l'argent de leurs clients. Ça a été mon premier métier. Puis ensuite, il y a un certain nombre d'entre eux qui m'ont demandé de gérer de l'argent. Donc j'ai toujours été à la limite de l'étude de l'économie, de la finance et de la gestion de portefeuille. Ça a été mes domaines d'activité. Aujourd'hui, la société que j'ai créée à Hong Kong en 1998 a environ 900 clients dans le monde entier, tous gérants. Nous sommes 70 personnes et nous sommes lus par à peu près 12 000 personnes par jour. Et tous ces gens-là, nous avons des clients dans 65 pays. Et comme la France ne va pas bien, j'ai décidé de rentrer en France et de créer l'Institut des Libertés, qui est un endroit où on agite des idées, gentiment. Donc les idées que vous agitez, quand Hervé nous dit énormément de liquidités qui ne sont pas investies, ça vous fait raisonner, rebondir sur quoi? Est-ce que vous pensez que ces entreprises qui n'investissent pas sont plutôt réticentes, sont plutôt prudentes, sont plutôt angoissées? Non, c'est tout à fait simple. De quoi dispose l'entrepreneur ou l'entreprise pour prendre des décisions? Elle a besoin de prix. Tous les prix viennent de 2 prix. Les taux d'intérêt et les taux de change. De ces 2 prix découlent tous les autres prix. Les taux d'intérêt, c'est ce qui permet de comparer le futur au présent. Et le taux de change, c'est ce qui permet de savoir si vous produisez à la maison ou à l'extérieur. Ces 2 prix sont manipulés par les banques centrales, qui savent mieux que tout le monde, de façon absolument extraordinaire depuis 15 ans. Donc aujourd'hui, le système des prix dans le monde entier ne veut plus rien dire. Plus rien. Et donc, si vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez strictement aucune information. Vous êtes informé par la Pravda de l'ancien temps, si je peux me permettre. Et donc, vous n'avez plus d'informations. Je vous donne un exemple idiot. Les taux d'intérêt négatifs que nous pratiquons en Europe. Quand j'étais jeune, j'ai appris que les taux d'intérêt, c'était simplement le prix qu'on me payait pour l'incertitude du futur. Vous savez, on vous paye parce que vous ne consommez pas aujourd'hui. Des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que les taux d'intérêt, que le futur est plus certain que le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est une imbécilité logique totale. Quand des chefs d'entreprise sont face à des banquiers centraux qui suivent des politiques débiles, comment voulez-vous qu'ils utilisent leur cash? À quoi et pourquoi?